Je dois aussi vous dire qu'entre l'envoi du résumé, du titre que j'avais proposé, et la préparation de la communication, ma réflexion a pris un certain virage. Je voulais initialement rechercher des conditions en fonction desquelles une métaphore visuelle peut être tenue pour politique au cinéma. Cependant, plus j'ai avancé dans cette réflexion, et plus j'ai éprouvé de la peine à trouver de bons exemples de métaphores politiques. Même celles auxquelles j'avais pensé d'abord, et sur lesquelles j'avais fondé mon hypothèse, ne m'ont plus paru si indiscutables. Finalement, j'ai changé de cap, et je me risquerais à faire une hypothèse donc radicalement différente, à savoir qu'à mon avis, la présence de métaphores visuelles au cinéma est hautement improbable. Ce qui va faire plaisir à Jean-Baptiste. Cette hypothèse, donc, que certains pourraient juger désespérante, a été raffermie par la lecture du livre de Jacques Gerstenkorn, livre donc consacré à la métaphore au cinéma, livre très riche, bien agréable à lire, d'ailleurs immédiatement sympathique à mes yeux, dès lors que je pouvais lire, dès son incipit, ces mots. Au seuil de cette étude rhétorique, il me paraît préférable de prévenir les malentendus. Le terme de métaphore qui figure en couverture est trompeur, à plus d'un titre. Un tel avertissement ne valait pas seulement pour reconnaître que l'auteur s'occuperait dans ce livre d'autres figures que la métaphore, il suggérait d'emblée que la présence de la métaphore au cinéma resterait une question ouverte, discutable. Et l'auteur reviendra souvent sur cette incertitude, notamment pour stigmatiser le rôle de l'interprète, spectateur, allant jusqu'à rejeter en dehors de la catégorie des métaphores l'exemple devenu parangon de la métaphore au cinéma au début de Modern Times, lorsque s'enchaîne le plan d'un troupeau de moutons avec celui d'une foule sortant d'une bouche de métro. Gerstenkorn affirme en effet, je cite, qu'au sens technique et strict de la tradition rhétorique, on ne peut parler ici de métaphore que par métaphore ou par oxymore, ajoute-t-il, qui est même tout aussi décoiffant que le rôle que tu m'as légué. Ce n'est pas toutefois en endossant ce point de vue technique et strict de la tradition rhétorique que je crois pouvoir tenir la position qui sera aujourd'hui la mienne. Il est évident qu'un concept, lorsqu'il quitte son champ initial d'application pour migrer vers un autre champ, est appelé à s'assouplir en élargissant ses conditions d'application et en généralisant ses traits définitionnels. Rien ne me paraît intellectuellement parlant plus fécond que ces transferts conceptuels. Non. Si j'ai l'idée de refuser au cinéma toute métaphore, c'est dans l'espoir de capter quelques traits essentiels du médium cinématographique, tel qu'il rendrait la métaphore impropre à son art, ou, si on préfère, à son faire poétique. La réflexion va s'organiser autour de trois arguments. Le premier entend poser un cadre théorique. Il ne sera admis de parler de métaphore qu'en raison de ses effets. Effets, vous pouvez qualifier de sémantiques, interprétatifs, esthétiques. Tous ces mots se valent dans ce contexte et sont dispensables. Les deux suivants vont nous permettre de considérer tour à tour deux manières, parmi les plus communes, de rendre compte des effets de la métaphore. D'abord, selon l'étymologie, par le transport d'un lieu à un autre lieu, métaphora, et ensuite, selon la langue ordinaire, par le pouvoir de faire image. En cours de route, cette réflexion fera intervenir deux textes qui ont une influence déterminante sur elle. Un article d'Éric Romer sur la métaphore paru dans le numéro 51 de la revue des Cahiers du cinéma, paru en octobre 1955, ainsi qu'il constitue le troisième volet d'un essai intitulé « Le celluloïde et le marbre », et un texte de conférence de Paul Ricoeur, comme il a paru en 1982, soit 7 ans après la métaphore vive, dans la revue de psychologie médicale sous le titre « Imagination et métaphore ». Premier point de cette communication, la présence de métaphores visuelles au cinéma ne peut se jauger qu'aux effets. Une telle affirmation devrait en fait aller de soi. Les formes mêmes de la littérature et du cinéma étant nettement distinctes, un concept technique comme celui de la métaphore ne peut être transposé d'un médium à l'autre qu'en fonction d'effets similaires ou analogues au sein des formes artistiques que ces médias manifesteraient. Pour indiquer toutefois que, même si ça me paraît aller de soi, ça fait problème, je voudrais évoquer avec vous trois exemples de
de cas qui ont été considérés par mes prédécesseurs comme métaphoriques, clairement métaphoriques, et qui, à mon avis, ne le sont pas tant que ça. Le premier, est tiré de Fury, de Fritz Lang. À la 20e minute, succède brièvement à une série de plans de femmes en conversation, un plan de poule caquetant. Il n'en faut pas davantage pour que certains y reconnaissent la présence d'une métaphore conjoignant les protagonistes des actions des deux plans, celui des femmes et celui des poules. Pourtant, l'évidence même sur laquelle se construit l'analogie en fait un exemple bien peu convaincant, et cela pour trois raisons. La première est que l'évidence du rapprochement dépend en fait des lieux communs de la langue ordinaire. Les femmes sont souvent, dans la société machiste qui est la nôtre, en français comme en anglais, désignées comme des poules, et leur bavardage comme du caquetage. À ce titre, l'image ne métaphorise pas, elle illustre une locution nominale, le caquetage de femme. La seconde est que, même si l'on voulait prétendre que le montage de plan venait raviver une métaphore éculée, ce que je ne crois pas donc important, il faudrait remarquer que cette réactivation n'a pas en soi d'effet métaphorique. L'effet le plus probant de ce montage est en effet celui d'un gag, consistant à prendre au pied de la lettre ce qui précisément n'est plus perçu comme métaphorique et, de fait, n'en retient guère l'effet. Le motif principal du rejet de cet exemple hors des métaphores se trouve toutefois dans une troisième raison. Si l'on veut bien être attentif au montage des plans, on observera que son effet ne vise pas seulement à faire sourire le spectateur. En fait, il y avait à montrer le développement d'une rumeur. Or, si les premiers plans montrent bien comment une information peut se déformer dans l'interaction communicationnelle, il est plus délicat de rendre à l'écran une diffusion, reléguant, comme c'est le propre de la rumeur, l'information au second rang. C'est précisément à cet usage que sert l'insertion du plan de poule captant. L'information y devient inintelligible, notamment en raison de la baisse du son sonore, et des informateurs eux-mêmes rendus indistincts. Le plan suivant, où l'on retrouve un grand nombre de femmes en train de parler entre elles, bénéficie de cet effet de généralisation et d'abstraction. L'insert du plan de poule a donc une fonction argumentative très éloignée du sens d'une simple correspondance entre bavardage de femmes et captage de poules. Dans mon premier exemple, les plans montés n'appartenaient pas au même univers diégétique. En voici un autre, encore emprunté à un film de Fritz Lang, où le montage ne déroge pas à la continuité diégétique. Au début de M, le meurtre de la petite fille est suggéré par un plan sur une balle avec laquelle on a vu l'enfant jouer, roulant abandonné sur l'aile, puis par une baudruche que le spectateur a vu M offrir à la petite fille, baudruche prise dans les raies de fils électriques avant de partir à la télé. Ces plans freinent le récit en raison de leur durée et d'absence de personnages humains. Ils sont dès lors donnés pour suggestifs. On a dit qu'ils étaient métaphoriques. Mais quel en est l'effet au juste? D'abord, celui d'une ellipse dans le récit. Le frein implique aussi un saut. Ensuite, ils servent de lien entre deux séquences. Celui où l'on a suivi M jusqu'à la petite fille, et celle où l'on assiste à l'attente de plus en plus angoissée de la mère. L'enchaînement de plans peu articulés entre eux, une cage d'escalier, un grenier ou un village, un couvert mis sur la table, puis celui de la balle et du ballon baudruche, quoique compréhensible dans l'univers diégétique, donne une impression de désertification, d'abandon, de vacuité. Là aussi, on assiste donc à une forme d'abstraction. Enfin, la balle comme le ballon, non moins que le couvert, ont une valeur métonymique. Ils appartiennent à la petite fille et la représentent dans cette ellipse formelle. Bref, tous les éléments sont disposés en vue d'un effet de symbolisation. Symbolisation active, aussi active que doit l'être le processus d'une métaphore digne de ce nom, cependant bien distincte de celle-ci. Troisième exemple, emprunté à The Gold Rush, où l'on voit Charlot manger le lacet de sa chaussure à la manière d'un plat de spaghetti qui serait composé d'un unique brin de paille. Cette fois, l'analogie n'est pas due au montage, mais est rendue évidente par la forme respective du lacet et des spaghettis, par la situation du lacet dans une assiette et par la fourchette grâce à laquelle Charlot saisit le lacet. Pour autant, il n'y a pas moyen de voir dans cette analogie une métaphore. Tout serait le gag si c'était le cas. Ce n'est pas par métaphore que le lacet, qui serait donc là, comme comparant, ressemble à un brin de spaghetti comparé,
l'effet comique vient de ce que Charlot mange vraiment, en tout cas dans la diégèse, sa chaussure. Et à quoi servirait-il d'interpréter à rebours que le brin de spaghetti, une fois cuit, ressemble à un lacet? La scène représentée est bien celle d'un repas, pas celle d'un lassage de chaussures. Il me semble donc que dans les trois cas d'analogie visuelle évoqués, le critique peut être abusé par la possibilité de repérer des métaphores dans la traduction verbale de ces effets visuels. Captage de femme, balle perdue, avec le jeu de mots, belle perdue, pour fille perdue, ballon à la dérive, lacet spaghetti, toutes ces expressions, en politique, ça n'a pas de sens, sont interprétables comme des métaphores, ou comme contenant un processus apparenté à la métaphore. Mais ces traductions ne rendent pas compte, pour autant, des effets que leurs correspondants visuels ont dans le film respectif. J'en viens donc au cœur de mon argument, celui des effets propres à la métaphore. Ici, évidemment, on pourrait m'accuser de parti pris interprétatif ou de subjectivisme, car les effets métaphoriques sont souvent envisagés comme riches et variés. Ils le sont en effet, non sans toutefois qu'on puisse ramener cette variété autour d'un ou de traits de sens faisant consensus. Le premier de ces traits est déposé dans l'étymologie même du mot, métaphora, transport d'un lieu à un autre lieu, ou vers un autre lieu. Qu'au contraire d'Aristote, je me permets de prendre dans son sens le plus concret. Les lieux ne désignent pas des catégories d'esprit ou rangées des espèces et des genres, ce sont, à proprement parler, des portions d'espace, physiques ou mentales, comme on le voit dans métempsychose, transvasement d'une âme d'un corps à un autre, ou dans métastase, positionnement au-delà d'un site initial. Les théoriciens du cinéma, tels Jacques Stunker ou Marcel Martin, peuvent débattre entre eux pour déterminer à quoi analogie ou juxtaposition est prioritairement redevable la métaphore. Au regard des exemples évoqués plus haut, il n'y aurait pas moyen de trancher. Je pense toutefois que ce faisant, les deux parties ne saisissent que des mécanismes, des moyens de production comme d'interprétation, alors que je voudrais mettre au cœur de la métaphore une finalité. Cette finalité, cela consiste donc, en premier lieu, à mettre les choses en correspondance, mais correspondance, il faut l'entendre à la manière ferroviaire, en déplacement, ou comme le dit justement Éric Rohmer, en mouvement. Cet article de Rohmer, je le trouve très clairvoyant, et il ne manque pas non plus d'audace lorsqu'il marque sa préférence pour Balzac, un prosateur, sur Racine, Ronsard, Baudelaire et Rimbaud, lesquels, en matière de poésie, n'auraient selon lui rien à proposer que des naïvetés savantes. C'est dire qu'avec Rohmer, nous pourrons nous recentrer sur notre sujet qui concerne la poésie comme pouvoir d'expression par-delà les genres, prose ou vers, et même les médias, littéraires ou cinématographiques. Et si la métaphore est, selon Rohmer, la démarche constante de la poésie, il ose constater, du haut de sa jeunesse, sans doute, enfin, jeunesse relative, il a quand même 35 ans à l'époque, qu'à son époque, la poésie se meurt d'un trop-plein de métaphores. Et il poursuit en affirmant que, je le cite, le cinéma, nous dispensant de nommer, rend toute métaphore littéraire inutile. La beauté d'une vague, captée en couleur par l'écran large, rend plus que jamais superfétatoire tout artifice de style. Comment opère la poésie dans la prose de Balzac? Par une mise en branle générale engageant tout l'univers. Qu'on lise les phrases du Goriot retenues par Rohmer, notamment celle-ci. L'œil des jeunes gens sait tout voir. Leurs esprits s'unissent au rayonnement de la femme comme une plante aspire dans l'air des substances qui lui sont propres. Eugène sentit donc la fraîcheur épanouie des mains de ces femmes sans avoir besoin d'y toucher. C'est le donc qui enchante surtout Rohmer. Loi de l'univers transposable d'un lieu végétal à un autre, humain et sentimental, non selon une certaine vue de l'esprit, mais en raison d'une action proprement mécanique. Or, pour notre critique, il en est de l'effet poétique d'une séquence de film, exactement comme de celui des phrases du roman alsacien. Je cite la fin de l'article de Rohmer. Quand le couple du voyage en Italie revient de sa promenade à travers les ruines, le décor n'est que présent. Mais cette présence est plus éloquente que les plus belles sentences antiques sur la fragilité de l'homme et l'éternité de la nature.
La seule présence du décor est éloquente. Elle fait effet en transportant le drame conjugal dans un lieu tout autre, celui des civilisations humaines. Un second exemple, en réalité Romer le présente en premier, est plus incisif encore et d'une portée plus radicale pour notre réflexion. Dans un film récent, Une étoile ailée de Georges Cukor, nous voyons de même une vague mouillée puis emporter le peignoir laissé sur la place par James Mason. L'idée serait contestable si l'auteur n'avait voulu par là qu'indiquer le suicide de son héros. Mais il y a dans le mouvement même du flot tant de noblesse et de splendide indifférence que je ne saurais blâmer son auteur d'un effet dont l'heureuse réalisation fait tout le prix. Ces trois illustrations, la première romanesque et les deux autres filmiques, nous permettent de saisir le pouvoir de l'expression poétique comme il dispense de nommer. Et peu importe, à Romer comme à moi, que ce pouvoir soit tenu pour métaphorique, s'il est... Attendez, je n'arrive plus à me lire, il fait trop sombre. Enfin, si c'est... Peu importe, il faut en tout cas que ce soit dans un autre sens que celui des métaphores littéraires, qui, elles, nomment. À quoi donc est opposé ici nommer? Pas à montrer, selon l'opposition galvaudée du tir et du montré, Wittgenstein, ou celle de l'histoire et du discours papéniste. Montrer ce que la métaphore littéraire nomme, ça reviendrait à symboliser, comme les exemples de M et de A Star is Born, quel suicide, ferait. Nommer ne s'oppose pas non plus simplement à évoquer, à faire allusion, selon l'opposition explicite versus implicite. Ne reconnaître que cette opposition, c'est encore risquer de s'empêtrer dans des partis pris esthétiques, tel celui que Gaston Corde reproche à Jean Mitry quand celui-ci, au nom d'une sacro-sainte transparence énonciative, rejette comme mauvais les montages métaphoriques qui transportent les spectateurs dans des lieux n'appartenant pas à l'univers diégétique du film. Par exemple, le volcan d'éruption dans la ligne générale d'Eisenstein. Pour Mitry, seules les allusions les plus douces pourraient un pouvoir figuratif conforme au cinéma, tel par exemple, dans Octobre, notre film d'Eisenstein, cette séquence où Kerensky, montant l'escalier du palais d'hiver, s'arrête sous une statue qui semble lui tendre une couronne. Là seulement, pour Mitry, et je cite Mitry, mais cité lui-même par Gerstenkern, Eisenstein se sert de la réalité, il l'interprète mais ne la trahit pas. Nommer s'oppose ici concrètement à déporter, non pas montrer, non pas faire allusion. Nommer s'oppose ici concrètement à déporter l'attention du spectateur vers un autre lieu, non moins visible que le premier, vers une autre scène d'énonciation. Il convient de prendre la mesure de la distinction que nous essayons de mettre en place. Tout se passe comme si deux formes possibles de transport étaient mises en balance, dont l'une était clairement assignable à la métaphore littéraire, tandis que le statut rhétorique de l'autre demeurait incertain. Transporter, cela peut signifier le transport de à, entraînant une substitution nominative des lieux, mais dans certains cas, cela s'infléchit dans le sens d'un transport vers, opérant un décentrement sans substitution, ainsi qu'une ouverture. Un autre exemple très beau est proposé par Gaston Korn, et là je n'ai pas trouvé de photogramme à piquer sur Internet, bien apte à nous montrer que le pouvoir de l'expression politique se fait au cinéma, ainsi que le souhaite Romer, je cite encore, sans le moindre recours apparent au symbole, à l'ellipse, à l'allusion, mais bien, là c'est moi qui reprends la parole, par un déport dans et par l'image. Il est emprunté à Madame II, c'est Lofux, je cite la citation de la description de Gerstenkern, Louise, Daniel Darieux, déchire une lettre de son amant et la jette par la fenêtre du wagon. Les morceaux de papier se confondent alors avec les flocons de neige. Fin de citation. Seulement, je ne voudrais pas croire, comme Gerstenkern dans son commentaire, que l'effet de ce plan sur le spectateur soit simplement d'analogie entre deux objets ayant la forme de petites taches blanches. Cela, ce n'est que décrire le moyen. L'effet de sens obtenu, je le vois dans l'insignifiance de cette lettre déchirée, emportée bien au-delà des passions humaines, dans le tourbillon des forces naturelles.
Montrer, faire allusion, le langage verbal en est capable aussi. Par contre, pour déporter une chose vers une autre, un romancier doit user d'artifice et accomplir un tour de force, ce qui n'est pas dit pour jeter du mérite. Mais pour le cinéma, déporter le regard vers un autre lieu est une chose naturelle, quoiqu'elle soit souvent difficile à réaliser avec bonheur. Je viens à ces volets, faire image. Second effet de la métaphore à partir duquel je voudrais jauger des forces d'expression poétique du cinéma est celui de faire image. De toutes les figures de rhétorique, la métaphore est en effet celle à qui on reconnaît le plus la capacité à imager, à produire une ou des images en l'esprit du lecteur, sinon même, de façon plus incisive, à faire image. En ce sens de faire que l'on reconnaît aussi à la fiction. C'est la même étymologie figurée. Créer ce qui, sans elle, n'existerait pas. Je me permets de rejoindre Paul Ricoeur lorsque celui-ci, dans l'article que j'ai mentionné au début de ma communication, reconnaît à l'image deux pouvoirs. Celui de pouvoir bien distinct, celui d'être là à la place d'une chose absente, et celui d'être le moyen de croyance en une chose qui n'est nulle part ailleurs. Autrement dit, le pouvoir de l'image copie face au pouvoir de l'image fiction. Et je serais également prêt à le suivre encore lorsqu'il entend faire de la métaphore un avatar de cette image fiction, dont le pouvoir, pour être clairement distingué de la reproduction perceptive, se loge dans l'imagination. Mais, vous pouvez lire la troisième citation, mais j'admettrai moins volontiers toutes les implications que Ricoeur en tire. Ricoeur, en effet, en reléguant le poids de l'image dans ce qu'il appelle l'opération métaphorique, en vient à privilégier pour la métaphore précisément le pouvoir naturel que j'ai attribué au cinéma, à savoir celui d'une prédication déviante, prenant le pas sur une dénomination défiante. Hein, donc, métaphoriser, ça ne serait plus nommé, ça serait prédiqué. Le propre de la métaphore consisterait, par un pouvoir dû à l'imagination, à rapprocher, en ce sens-là, quand il parle de prédication, à rapprocher des choses qui, en principe, sont tenues éloignées l'une de l'autre, et non pas à nommer une chose par le nom d'une autre. Or, je pense que, bien plus justement, Ricoeur saisirait par là le pouvoir même de l'image reproduction, et non pas de l'image fiction. Car il n'est pas raisonnable de réduire l'action de reproduction à quelque activité passive. La reproduction cerne tout au contraire une action surveillée et maîtrisée, originairement très bizarre. Il suffit de se rappeler l'anecdote, véridique ou fabulée, de la projection de l'arrivée d'un train dans la gare de La Ciotat. La déviation est inhérente à l'image en tant que reproduction, car la reproduction, en tout cas la reproduction en image, est une instantiation dotée d'une force quasiment concessive. Elle rend une chose présente au sens là où on ne l'attendait pas. J'aurais l'audace, d'aucuns diront peut-être la cuistrerie, de ramener cette discussion philosophique à un constat trivial. Au cinéma, il serait vain de faire image, puisque tout y est image. Le rapprochement des lieux n'y est pas seulement opéré par l'imagination, il est perceptible par les sens. Soit que deux lieux soient juxtaposés pour le montage, soit que deux lieux soient adjacents ou superposés dans le plan. Il n'y a pas que l'imagination qui soit capable de fiction. Reproduire, c'est aussi opérer, faire œuvre. Et curieusement, la fiction n'y est pas ontologiquement différente du réel. Tout petit clin d'œil à Stanley Cavell. J'en donnerai pour finir quelques exemples qui me paraissent d'une bonne teneur poétique. Le commentaire quelque peu didactique du premier est proposé afin qu'on comprenne bien ce qui, dans les propositions de Ricoeur, me paraît rester en deçà du pouvoir poétique du cinéma. Le premier, donc, il s'agit d'un plan de Laurence Hemingway présenté dans la thèse monumentale que Jean-Baptiste Renaud a soutenue en 2013, mais peut-être il présentera lui-même dans quelques instants. Donc, un papillon sort de la bouche de Laurence, Coupeau,
au moment où celui-ci, résolu à devenir une femme, est abandonné par sa compagne. La translittération de cette image produirait sans doute une métaphore, presque exacte. Un papillon sorti de la tête de Laurent, plutôt de la tête que de la bouche de Jean-Marie. Et l'imagination du lecteur rapprocherait la longue évolution psychologique du transsexuel à la maturation d'une chrysalide jusqu'à son éclosion au papillon. Or, dans le film, cela fonctionne à mon avis tout autrement. Nul besoin d'imagination pour faire le rapprochement, puisque le papillon sort visiblement de la bouche de Laurence. Le pouvoir poétique du plan se trouve ailleurs. Et à mon avis, c'est encore bien net parce qu'il y a un regard caméra. À savoir dans l'effet de disruption que la présence d'un papillon vivant dans la bouche d'un être humain fait subir au réalisme social dans lequel baigne le film. Tout à coup, le film dérive vers une autre scène initiative, plus introspective, où les êtres humains échappent à leur apparence corporelle. Cet exemple est donc un cas de lieu adjacent au sein d'un même plan, ainsi que le genre fantastique m'en a fait un large usage. On pourrait aussi penser au final de Barton Fink. Les cas de superposition se font pour leur part assez rares depuis Jean Epstein, surtout dans le cinéma expérimental, mais ils demeurent d'une grande efficacité poétique. Je pense par exemple à un plan de Réparer les vivants, film assez bateau par ailleurs, de Catel-Quiévéré. Dans ce plan, pour rendre compte de l'accident mortel survenu au jeune surfeur, le réalisateur a pensé à superposer la route de campagne déserte au petit matin avec une mer qui avance. Voilà un déport saisissant vers l'endormissement, le rêve et l'ensevelissement. Pour la juxtaposition, le troisième cas de figure, on pourrait citer n'importe quel film de David Lynch, à mon avis. Il me revient aussi un insert très bref au début de My Own Private Idaho, d'une grange, comme on en trouve beaucoup dans l'arrière-pays américain, suspendue un instant dans les airs avant qu'elle ne se fracasse, au moment attendu où l'un des protagonistes masculins, situé à ses heures perdues, atteint la jouissance sexuelle. S'il ne s'agissait que de symbolisation, d'autres images auraient sans doute été plus directement lisibles. Mais le déport poétique ne cherche pas seulement à représenter la jouissance masculine par des stratagèmes admis par la censure, elle la transporte dans un lieu habitable, quand même il part en éclat. Voilà, il est temps de conclure. Comme on a compris, enfin j'espère, je n'aurais pas cherché à démontrer mon hypothèse, celle de l'improbabilité de présence de métaphores visuelles au cinéma, mais j'ai tenté d'exploiter cette hypothèse afin de rendre compte des pouvoirs propres au cinéma. Pouvoirs qu'après bien d'autres, je serais enclin à croire aptes à une expression poétique. J'ai ainsi dégagé deux de ces pouvoirs, celui de la contiguïté, avec le déport qu'elle autorise, et celui de l'image même, dans son rapport à la reproduction et à la fiction. Et peu importe, en fin de compte, de savoir s'il faut dire, avec les postes jacobsoniens, comme ainsi que les normes Kelton-Korn, que ces pouvoirs se rapportent plus aisément à la métonymique, à la métaphore.